Certains en avaient fait hier soir une condition à la levée des barrages. Le Premier ministre a donc transmis ses propositions par écrit aux syndicats. Aujourd'hui, la plupart des autoroutes ont été rouvertes, notamment en Île-de-France, avec un retour dans leurs exploitations pour les agriculteurs mobilisés. Des agriculteurs qui attendent désormais une application concrète des promesses. Maureen Bajac, Colline Mémériot et Chloé Ebrel. Après 11 jours de mobilisation du Val d'Oise au Finistère, en passant par le Puy-de-Dôme, les agriculteurs lèvent le camp. Près de Clermont-Ferrand, Lilian, 22 ans. Bon merci beaucoup. Merci. Lilian, et puis bon retour à toi. Voilà. On est heureux que ça se finisse parce qu'on est très fatigué. Vraiment, ça fait 10 jours qu'on est là. Ça a été vraiment pesant. On a fait des allers-retours pour assurer quand même le travail sur les fermes. 60 km pour rejoindre son exploitation. C'est la première fois qu'il participait à une telle mobilisation. Lilian va retrouver son père. C'est lui qui l'a encouragé à manifester. Alors, c'est le retour? Oui, bien content qu'on revienne. Mais oui, même que ce soit qu'on ait plus de travail à faire, c'est l'avenir de la profession et on est obligé de... Fallait y aller. Les revoilà. Ça va nous faire bizarre de les revoir. Le prix à payer pour faire entendre leurs revendications, abandonner son travail en pleine période de vélage, 11 vaut son nez en son absence. Il y a du monde. Lilian travaille 70 heures par semaine pour 1 500 €. Aujourd'hui, il attend beaucoup des promesses du gouvernement. On aimerait bien avoir 5 minutes pour nous, quoi. On sait que notre action a eu un impact quand même sur la vie économique en France. Et on aimerait bien justement que ça soit répercuté sur notre salaire et puis sur notre travail. Salut. À 700 km de là, Ça va? dans le Finistère, Alexandre lui aussi retrouve ses 130 bêtes, mais surtout... C'est facturé. Ça tombe toujours. Même quand on ne travaille pas, ça tombe. L'éleveur reste prudent, mais satisfait des résultats obtenus. Des avancées sur le GNR, donc, qui va contenter tout le monde au niveau national parce que tout le monde en utilise. Après, la loi Egalim, l'application complète de la loi Egalim, quelque chose qu'on demandait nous depuis des années. On ne s'interdit pas de revenir. Avec la motivation qu'il y a sur le terrain, tant que les réponses ne seront pas là, on ne lâchera pas. Un retour à la ferme qui ne marque pas la fin de la mobilisation. Et dès hier soir, la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la coordination rurale ont annoncé la levée des barrages. En revanche, vous allez voir que la Confédération paysanne entend, elle, continuer les actions. Elle représente les petits exploitants et elle souligne que la question des revenus n'a pas été suffisamment prise en compte. Jeanne Cancard et toutes nos équipes sur le terrain. La cible n'a pas été choisie au hasard. À Limoges, ce bâtiment public, recouvert de lisier, est en charge de la distribution des aides agricoles. Ils nous donnent des sous depuis 2-3 mois déjà, et ça avance pas, les dossiers sont toujours pas réglés, et puis on est là ce soir pour leur livrer un peu de merde et puis des œufs. C'est la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui a décidé de s'arrêter ici pour mener cette action, avant de rentrer chez elle à Agen, après plusieurs jours sur les routes. C'est le bouquet final de notre convoi. Après, les actions ne sont pas finies. Maintenant, on va étudier bien toutes les propositions de Gabriel Attal. Et si les choses sur quoi il s'est engagé ne sont pas respectées, eh bien, on recommencera. Plus de blocage, mais des actions coup de poing. Comme ce matin au Pays Basque. Ça vient pas de chez nous. Les agriculteurs jettent dans les caddies tous les produits qui ne sont pas français, même si c'est illégal. Malgré l'appel de leur syndicat national à lever les barrages, ces agriculteurs entendent eux aussi poursuivre leurs propres actions. Sur un caddie d'une valeur de 100 €, il n'y a que 6,50 € qui revient à l'agriculteur. Et ça, c'est pas normal. Alors je suis tout à fait d'accord pour l'action qui est menée, qu'il faut acheter français. Mais nous, retraités, notre problème, c'est notre commun, en fin de compte, notre pouvoir d'achat. Parce que quand on vient faire les courses, eh ben, on va au meilleur marché. Du côté de la Confédération paysanne, qui regroupe les petites exploitations, les actions aussi vont continuer. Ce soir en Charente, les agriculteurs lèvent le camp, mais comptent bien maintenir la pression ce week-end. Maintenant, on va peut-être plus aller sur des actions un peu symboliques, qu'on va multiplier des actions qui vont se répéter à droite à gauche. Ce soir, selon nos informations, près de 2700 agriculteurs sont encore mobilisés sur une cinquantaine de blocages.
Et ces 2 semaines de mobilisation, elles ont parfois laissé des traces sur les routes occupées. Certaines ne pourront pas être rouvertes avant un bon nettoyage et parfois même la réparation de la chaussée. Qui va prendre en charge cette remise en état? On fait tout de suite le point avec Olivier Santiki, Julie Jeunemaître et Cécile Madronet. Ils étaient dans les starting blocks depuis ce matin. À peine le camp levé par les agriculteurs, les employés d'une société de recyclage nettoient le fatras laissé sur cette voie express de Bretagne. Des légumes en quantité, avec une double difficulté. Il y a un volume important et c'est le mélange des déchets. C'est des déchets de tout type. Vous avez du bois, vous avez du fumier, vous avez de la paille, vous avez du plastique. C'est ce mélange qui est un peu difficile à collecter et qui par la suite va demander du travail en termes de collecte et de tri, bien évidemment. Autre souci, l'état du revêtement de la chaussée. On va vérifier les enrobés, comme justement ces déchets ont été brûlés, les enrobés de surface sont certainement esquintés. Je pense que de toute manière, à la remise en circulation, il y aura une limitation de vitesse. Le grand coup de balai, la priorité également pour ces agents des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Mais le réseau secondaire a lui aussi souffert. Pas tant à cause des barrages eux-mêmes que du fait des déviations de circulation sur les nationales et départementales. Ça roule, hein. On n'a jamais été en vue de camion sur la route de Jancet. Ça dégomme un peu le goudron, les bas-côtés, tout. C'est même dangereux pour nous. Hein. Un énorme flux de véhicules. Des poids lourds notamment se sont aventurés sur des axes incapables de leur résister. À Iteuil, par exemple, un camion a dû mordre sur le trottoir pour passer, environ 50 mètres effondrés. Ce chevauchement a été préjudiciable au mur, bien évidemment. Donc voilà, c'est un grand souci pour nous parce qu'on est en train de faire le budget et ce n'était pas prévu. Allez, environ, on va tourner minimum à 100 000 €. Et puis avec des délais. Avec des délais très importants. La commune redoute des mois de travaux. En tant que gestionnaire du réseau, elle doit assumer le coût des dommages. Mais dans un second temps, elle peut tenter de se retourner contre l'État. Ce dernier est civilement responsable des dégâts causés par les attroupements. Alors revenons maintenant sur les annonces d'hier. Celle qui a, semble-t-il, convaincu les principaux syndicats concerne la suspension de ce qu'on appelle le plan éco-phyto. Il prévoit de diviser par 2 nos usages de pesticides d'ici 2030. Depuis hier, l'opposition de gauche dénonce un recul inacceptable pour l'écologie et la sécurité alimentaire. Alors, est-ce vraiment le cas? Explication de Guillaume Bertrand et Morgane Briens. Le produit est tellement dangereux qu'il est rangé dans un local sécurisé, auquel seul cet agriculteur a accès. Ça, c'est un insecticide, c'est un produit phytosanitaire. Pascal cultive des betteraves et du maïs. Il l'assure, les pesticides sont indispensables. Pour détruire ça, je mets un coup de glyphosate et après, je réensemence derrière ma culture de vente qui sera consommée. D'ici 2030, il doit diviser les doses par 2. C'est l'une des mesures du plan éco-phyto qui veut réduire l'usage des pesticides pour tous les agriculteurs. Pascal s'y refuse. À 7 ou 8 ans de la retraite, j'ai pas forcément envie de changer. Je veux bien m'adapter, mais on peut pas tout révolutionner comme ça. Face à la colère du secteur, le plan a été suspendu jusqu'au salon de l'agriculture. D'ici là, le gouvernement doit trouver un accord avec les syndicats et donc un nouveau texte. Reviendra-t-il sur les objectifs de restriction? C'est la crainte de Bruno, à des centaines de kilomètres de là, en Bretagne. 25 ans d'agriculture et aucun pesticide. Ici, tous les éléments du paysage ont de l'importance pour limiter l'usage des pesticides. La haie ici, elle est importante parce qu'elle permet de limiter la pression des insectes et des maladies. Agriculteur bio, il souhaite à tout prix que le plan éco-phyto reprenne. À l'heure où on parle beaucoup de biodiversité, de qualité de l'eau, de capacité à faire des produits sains sans risque, je me dis que c'est pas le moment, lâchez rien. Éco-phyto réglemente aussi drastiquement les pesticides, les doses utilisées dans les champs et la distance entre la pulvérisation et une habitation. Surtout, il devait trouver des alternatives sérieuses aux produits phytosanitaires extrêmement dangereux pour la santé, selon l'INRA. Les victimes collatérales sont les habitants juste à côté des exploitations fortement traitées. Il y a des risques accrus pour les enfants, notamment de développer des cancers du cerveau et du sang. Ce n'est pas tout. Selon le CNRS, les engrais et les pesticides sont à l'origine de la disparition de 60% d'espèces d'oiseaux en Europe.
Et puis rappelons ce chiffre global donné par Gabriel Attal. Les aides promises s'élèvent à 400 millions d'euros. Toutes filières confondues sont notamment concernées le bio et l'élevage. À quoi pourrait très concrètement servir cet argent? Voici quelques pistes avec Mathilde Guénégan. Les aides seront distribuées filière par filière. Pour les éleveurs comme Cédric, touchés par une grippe bovine, on voit carrément les côtes. Elle a été malade au mois de novembre, celle-là. Un fonds d'urgence de 50 millions d'euros est débloqué, ce qui financera en partie les frais vétérinaires. Ils seront presque intégralement pris en charge. À ceci s'ajoutent 150 millions d'euros, destinés entre autres aux éleveurs qui voient leurs coûts de production bondir. Les agriculteurs, éleveurs de bovins, massivement sont en train de vendre leurs animaux. La décision qui a été prise, c'est de donner une aide de défiscalisation de 150 € par vache allaitante. La filière viticole, en état de surproduction, recevra des indemnisations pour arracher des vignes et un fonds d'urgence de 80 millions d'euros pour détruire certains stocks. C'est effectivement un crève-cœur de détruire son outil de production. Ce n'était pas la solution, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu la baisse de la consommation, on n'a pas d'autre solution de détruire l'outil de production puisque cette production n'est plus vendue aujourd'hui. L'État débloque aussi des fonds pour soutenir l'installation des jeunes. 20 millions d'euros pour les aider à investir. Les droits de succession seront allégés pour faciliter la transmission des exploitations. S'ajoute, pour tous les agriculteurs, la ristourne sur le gazole non routier, le carburant des tracteurs. Elle coûtera 70 millions d'euros cette année au budget de l'État.